Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter quelqu'un que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps. Une belle surprise grâce à une personne qui était venue me voir au Festival de l'École de la Vie à Montpellier, que j'ai retrouvé ici lors d'une de mes conférences ici à Montréal, au Québec, début décembre, et qui me dit « Armelle, je viens du Salon du Livre de Montréal et j'ai rencontré Joël Monzé. Vous avez tellement de choses en commun, il faut absolument que tu rencontres cet auteur. » Je me dis « Bon, ben ok ». Du coup, j'ai écrit à Joël et puis on s'est rencontrés quelques temps après et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc Joël Monzé. Bonjour. Qui est auteur, psychologue, psychothérapeute, psychomotricien et en même temps docteur en neurosciences aussi. J'ai adoré rencontrer Joël parce que déjà il y a plusieurs livres que tu as écrits, Dire oui à la vie. Et si on les laissait vivre, et puis tu en as écrit 3 autres, non? C'est pas ça? En fait, j'en ai 10 actuellement. Ah, t'en as 10. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai une trilogie, en fait, qui fait les ponts entre qu'est-ce qu'on connaît des neurosciences et qu'est-ce qu'on connaît de la psychothérapie. Okay. Donc, essayer de voir justement les liens, parce que pendant très longtemps, on a sous-entendu que seul le médicament pouvait avoir un effet sur le cerveau quand on avait une problématique d'ordre de santé mentale. Et l'imagerie cérébrale montre de plus en plus, justement, comment la psychothérapie permet de reconfigurer en fait le cerveau. Donc l'objectif c'était justement de parler un petit peu de ces études-là pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Et donc il y a ça, puis alors des outils qu'on donne aux parents. Il y a devenir soi aussi, j'ai juste besoin d'être compris. C'est fabuleux ça, j'ai juste besoin d'être compris. Tu peux nous en parler un peu parce que c'est des titres, moi je trouve, qui sont tellement forts et moi, dans ce que je vois de mon expérience, je vois aussi que c'est la plupart du temps c'est ça et que la rencontre ne se fait pas et que souvent le parent lui-même n'a pas reçu en fait cette attention-là et c'est difficile pour lui de la donner. Qu'est-ce qui contient ce livre? C'est quoi les perles de... Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que jusque dans les années 70, on considérait beaucoup l'enfant jusqu'à ses 12 ans comme étant pas trop important. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Elles sont pas trop bien payées d'ailleurs et on devenait quelqu'un d'important à partir des 12 ans. Donc, et il y a eu un livre qui est sorti à ce moment-là qui a dit que tout se jouait avant 6 ans. Et alors là, on a eu l'effet inverse. On a surstimulé les enfants à un tel point, c'est que ils ont tellement d'activités à faire 2 jours, 2 semaines, 2 week-ends qu'ils apprennent plus à se déposer. Et alors, en fait, ce phénomène-là, où on a surstimulé les enfants, où on essaie de les scolariser de plus en plus tôt, et c'est pas une question d'aller à l'école. En Belgique, on a 3 années d'école maternelle où on aide au développement de l'enfant. Ici au Québec, on voudrait leur faire des mathématiques et de l'écriture déjà à partir de 4 ans pour éviter des apprentissages plus difficiles plus tard. Donc, il y a vraiment comme un clash entre les deux et c'est ce qui fait en sorte que de plus en plus de jeunes se retrouvent dans des situations où on va compliquer les choses. Papa et maman sont séparés, il y a des difficultés financières, la manière dont on mange, ce qu'on mange éventuellement. Donc, il y a un paquet de facteurs qui interviennent sur le développement de l'enfant, mais les chercheurs, les experts ont tendance à voir les enfants comme s'ils étaient tout seuls dans un bocal et comme si tous les adultes autour d'eux, la manière dont on vit, la complexité de notre vie n'avait absolument aucun impact sur la manière dont l'enfant va vivre et exprimer qui il est. Et c'est ce constat-là que j'observe d'un point de vue être humain que je suis, en tant que clinicien, en tant que chercheur, de voir ce décalage entre la vraie vie et ce qu'on en imagine. Et je dis non, attention, l'enfant, son comportement, c'est un langage. Et ce langage-là, il faut qu'on prenne le temps de le décoder, il faut qu'on prenne le temps d'arriver à comprendre ce que le jeune essaye de nous exprimer. Oui, probablement que le comportement est dérangeant et une sanction est peut-être nécessaire pour qu'ils comprennent que ce comportement-là, pour construire un vivre ensemble qui est sain serein, c'est pas trop approprié. Mais en même temps, le jeune, il ne sait pas comment s'exprimer autrement. Il ne sait même pas qu'il vit quelque chose parce qu'il est un enfant, il va être beaucoup plus impulsif et corporellement, le garçon va exprimer des choses, verbalement, la jeune fille va exprimer d'autres choses. Pourquoi est-ce que je fais une différence entre le garçon et la fille? C'est que quand on voit le parcours que le stress va déclencher comme influx nerveux dans le cerveau, eh bien,
au moment où ça arrive dans le cortex moteur, ben, ça va inhiber en fait la bouche pour les garçons. C'est peut-être pas pour rien que les hommes parlent très peu. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent pas d'émotions. Ils sont même parfois plus à risque pour le suicide d'ailleurs à ce niveau-là. Mais il va mobiliser l'ensemble du corps. Alors que chez la dame, on va avoir l'effet inverse. On va avoir une grande immobilisation du corps, mais une augmentation de la stimulation au niveau verbomoteur. Donc, c'est fabuleux. Tout ça, oui. Je vais juste te couper un instant pour dire ça y est, on a compris pourquoi les femmes et les hommes ont tant de mal à se comprendre parce que simplement leur cerveau ne fonctionne pas de la même façon en cas de stress. Oui, tout à fait. Et comme on est dans une vie stressante, parce que la société est stressante, parce qu'on se met beaucoup de choses sur les épaules, eh bien c'est certain que ça facilite, ça disfacilite en fait la communication. Et comme on ne nous apprend pas à communiquer dans les êtres que nous sommes, mais qu'on nous demande de correspondre à une idée ou à une image qui est éventuellement possible à 40 ou 45 ans, ben c'est certain que ça crée beaucoup de déséquilibres et c'est ces déséquilibres qui peuvent se traduire par des pseudo-maladies mentales. Ouais. D'où ramener ça à j'ai juste besoin d'être compris et de pouvoir dire aux parents ne partez pas dans tout un imaginaire de ce qui se passe, mais quelque part rencontrez votre enfant en fait. Oui. Il a un message pour vous et moi je vais un peu plus loin par rapport à ça et peut-être que j'ai envie de te lancer là-dessus parce que moi je dis peut-être même que ce qui vit c'est un symptôme de quelque chose qui se passe en vous que vous n'avez pas encore rencontré aussi. Et donc comment justement quand j'écoute mon enfant je peux moi aussi grandir avec lui. Est-ce que... Oui, et je dirais même, ça va même beaucoup plus loin, le réflexe de médicaliser les enfants et de leur donner des psychotropes pour normaliser leur comportement vient probablement de ça. C'est que, tu sais, quand je parle que le cerveau arrive à maturité entre 40 et 45 ans, ça veut dire que ce qui me permet de pouvoir gérer et affronter les défis de la vie, ça n'est optimalisé qu'en général que dans la quarantaine. Autrement dit, un enseignant, une éducatrice, va passer la moitié de sa carrière avec un cerveau incomplet. Un parent, quand il devient parent, il a un cerveau incomplet. Autrement dit, les ressources pour pouvoir gérer tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, il ne les a pas encore, même s'il vit dans une famille ou il a vécu dans une famille extraordinaire durant son enfance et son adolescence. Malgré tout, avec la complexité de la vie aujourd'hui, les ressources ne sont plus suffisantes. Donc, ça amène des adultes qui ne sont pas très forts, qui ont de la difficulté à être présents, qui ont de la difficulté à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes tout en étant en lien avec les personnes autour d'eux. Et l'un dans l'autre, ça fait en sorte que quand un enfant vit quelque chose, eh bien, ça renvoie une grande détresse ou ça éveille une détresse chez l'adulte. Et l'adulte, que ce soit un médecin, un psychologue, un enseignant, un parent, il va vouloir taire en fait la souffrance de l'enfant pour ne plus souffrir lui-même. Et là, on est dans un espace de parentalisation maximale de l'enfant où finalement l'intervention, et ça ne veut pas dire nécessairement c'est une intervention médicamentée, ça peut être l'intervention disciplinaire qu'on va donner à l'enfant. Mais toujours est-il que c'est un piège dans lequel on est beaucoup à tomber et je n'y échappe pas en tant que papa. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je m'en rends compte vraiment beaucoup plus rapidement que ce que je pouvais me rendre compte il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu sais. Donc c'est certain que oui, l'enfant nous renvoie en fait à des choses qui ne sont pas résolues et d'oser accepter d'être bousculé par l'expérience de l'enfant, d'oser d'être touché par ce que l'enfant vit, c'est certain qu'il y a des éléments qui demandent en fait parfois que l'adulte aille chercher éventuellement des ressources à l'extérieur ou prenne le temps en fait d'accueillir ce qu'il vit avant de faire une intervention auprès de l'enfant. Oui, et même une grande humilité aussi de pouvoir se remettre en question, parce que justement tu parlais du système éducatif peut-être il y a 40 ans ou d'auparavant en tout cas, qui était plutôt je suis l'adulte, je suis le grand, je sais, je te déverse mon savoir et tu feras ce que je te dis, beaucoup plus autoritaire, paternaliste, tandis qu'aujourd'hui je pense qu'il y a aussi cette dynamique de mais peut-être que tu sais aussi quelque chose et comment je peux aussi écouter ce que toi tu vis et te rencontrer toi. Quand ça se passe bien, oui, ça va se faire comme ça. Parce que il va y avoir à ce moment-là un jeu dans la classe ou un jeu dans la famille qui va permettre cet élément-là. Mais moindrement que le degré de stress pour les uns pour les autres
est un peu trop élevé, ça ne se passe plus comme ça. Et c'est très rapide en fait que les luttes de pouvoir vont se remettre en place et que là on va retrouver un adulte qui va essayer de s'imposer et on va en avoir un enfant qui va soit essayer de s'en imposer face à l'adulte ou qui va essayer lui de se remonter et qui va trouver un copain ou une copine dans la cour de récréation qu'il va intimider pour pouvoir arriver à retrouver un minimum d'intégrité parce qu'il a été bousculé par un adulte auparavant. C'est fabuleux, c'est vraiment important, je trouve. Ce qui m'a touchée aussi quand on s'est rencontrés, et je viens à ça parce que c'est ce qui vient là maintenant pour moi, c'est que tu as un parcours assez atypique, je trouve. Tu vois, au départ, tu es psychomotricien, donc tu passes aussi dans le corps, le rapport à l'enfant. Je pense que l'enfant est très présent dans ta passion et j'ai envie de dire presque dans ta mission de vie. Et puis, il y a la psychothérapie aussi, mais il y a aussi, tu as envie d'aller plus loin, tu veux encore mieux comprendre ce qui se passe. Et donc là, tu fais des études, tu fais un doctorat en neurosciences plus tard, donc dans la trentaine, je pense. Hein. Fin vingtaine. Fin vingtaine, trentaine. Et tu amènes cette dynamique aussi dans ta passion et dans ta recherche de voir, OK, je veux tout comprendre en fait. Je veux comprendre de tous les espaces pour pouvoir apporter les solutions les plus complètes et justement amener une certaine expertise aussi dans ce milieu. Mais parce que je pense qu'aussi qu'intuitivement, tu sens quelque chose par rapport à la relation à l'enfant. Mais en fait, quand j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle où j'étais parentalisé à tort et à travers. Et puis j'ai été aussi à plusieurs reprises frappé par des enseignants, donc la violence faisait partie de mon quotidien et l'enfant tourne tout contre lui dans un premier temps, mais en même temps il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, quand je regardais les adultes, je disais ok, moi quand je vais être grand, je vais expliquer aux adultes comment ça marche un enfant. Parce que je sentais qu'il y avait un décalage, mais en même temps, il y avait toutes les incompréhensions dans lesquelles je pouvais être, parce que j'étais un enfant qui faisait des gaffes, qui était maladroit, qui se faisait punir, qui se faisait frapper, et ainsi de suite. Donc, mais c'est toujours resté, et il y a eu plein de moments, en fait, qui ont renforcé ce désir-là. Je me souviens d'avoir vu une télésérie qui m'a profondément marqué, qui est Pause Café, Joël Mazar. Comme par hasard, elle avait le même prénom que moi, donc ça me touchait peut-être encore, mais je la voyais aider les enfants, les ados, puis les sentir, les reconnaître, de voir la part de génie au-delà de la maladresse dans laquelle ils se sont exprimés d'une manière ou d'une autre, d'aborder la détresse. Donc ça l'a confirmé, j'ai vu ça quand je devais avoir 12-13 ans. J'ai eu mes premiers cours de neurosciences en deuxième année secondaire. Et là aussi, ça m'a fait triper, j'adorais apprendre ça. Et donc petit à petit, je sais ce que je veux faire et dans les dysfonctions de mes parents, ce que je voulais faire, ils ne voulaient pas que je le fasse. Et comme on était majeur seulement à 21 ans, j'avais pas le choix que quand j'ai fait mon graduat, mon premier cycle de type universitaire, mais il a fallu que je fasse un petit peu ce que mes parents imposaient, puis ils me donnaient la possibilité, je suis ingénieur ou je suis enseignant primaire. Mais ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire, c'était l'enseignement primaire. Et donc, dès que j'étais autonome, d'une part, j'ai vécu une année extraordinaire avec mes élèves quand j'étais titulaire de classe, mais déjà auparavant, dans mes stages, la manière dont j'abordais les enfants, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Je me souviens de réflexions de maîtres de stage qui me disaient « Joël, qu'est-ce que tu fais de mes élèves? Je ne les reconnais plus. » Parce que justement, j'abordais l'enfant d'une manière différente. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas expliquer pourquoi je le faisais intuitivement, peut-être au départ de ce que j'aurais voulu recevoir comme accueil, mais en même temps, je suis certain, j'ai eu plein de profs qui ont été extraordinaires autour de moi, qui ont été des personnes qui m'ont probablement permis d'avoir d'autres points de repère que ce que j'avais dans ma famille. Et donc, de bon an, mal an, en fait, c'est là que j'ai fait mon postgraduat en psychomotricité, alors que dans le même temps, je travaillais avec des enfants qui étaient aveugles avec handicap associé, dont des enfants qui étaient sourds, muets et aveugles. Alors là, c'était extraordinaire parce que ce que j'avais appris sur les sourds, ça ne marchait pas, ils étaient aveugles, et ce que j'avais appris sur les enfants aveugles, ça ne marchait pas, ils étaient sourds et muets. Alors, je fais quoi? Et en fait, c'est l'observation du corps. C'est vraiment à ce moment-là que, pour rentrer en relation avec eux, pour être capable d'entendre cette communication, c'est juste le mouvement de leur corps, la tonicité du corps qui me donnait les éléments si mon intervention était adéquate ou non, si eux étaient disponibles ou non, si eux se sentaient bien ou non. Et probablement que j'aurais été moins, j'aurais été moins sensibilisé à tous les enjeux de l'anxiété, du stress et des angoisses chez les enfants si je n'avais pas fait cette expérience-là pendant un an. Et c'est là que
ayant une bonne formation en pédagogie, en psychologie, en psychomotricité, je me rendais compte qu'il y a des choses qui me manquaient. Puis j'ai fait des stages au Québec, dans un laboratoire de neurosciences. Et puis alors là, ça a confirmé. Donc, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour que j'aille faire une deuxième maîtrise, puis mon doctorat en neurosciences. Oh, fabuleux. C'est magnifique aussi parce que ce que je vois, c'est comment certains professeurs ont été aussi des tuteurs de résilience pour toi. Comment leur passion peut-être a été communiquée et puis t'a permis de faire « Ok, c'est ça que je veux dans la vie ». Et que finalement, on pourrait dire que même c'est triste quelque part que tes parents aient imposé quelque chose, mais en fait, finalement, ça a construit quelque chose d'encore plus grand que tu n'aurais pas imaginé si peut-être tu étais allé directement vers les neurosciences. Mais je pense que ça aurait été même pire. Je crois que si j'avais fait ma formation en psychologie à l'époque, j'aurais développé de la psychanalyse et donc j'aurais été probablement silencieux en arrière de la personne couchée. Et il y a un paquet de choses que je n'aurais probablement pas pu développer de cette manière-là. Et je crois qu'il y a une grande science au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire. Et cette grande science-là, c'est ce côté-là qui guide la vie, en tout cas, a été magnifique. Et aujourd'hui, ben, je suis professeur dans un département de psychiatrie, donc je suis très à l'aise avec des médecins. J'ai une formation et j'ai un permis de psychothérapie, donc je suis à l'aise avec les psychologues, mais en même temps, j'ai une expérience d'enseignement. Ce qui fait que quand je vais dans des écoles, quand je vais dans des commissions scolaires pour pouvoir parler aux enseignants de qui sont les enfants et de comment on peut les accompagner, eh bien, ils entendent quand même quelqu'un de leur environnement, quelqu'un qui comprend leur réalité parce que j'ai enseigné pendant quelques années. Et donc, à ce moment-là, ben oui, c'est une ressource aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est une richesse incroyable de voir que tu as toutes ces facettes pour lesquelles aborder la relation à l'enfant. Et moi, je trouve que c'est une mine d'or parce que ça veut dire qu'au départ de ça, tu peux nous expliquer neuroscientifiquement ce qui se passe exactement dans le cerveau, et je pense que ça a aussi sa place parce que ça nous permet de comprendre. Et moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est combien l'intellect a aussi besoin d'être nourri pour pouvoir justement se déposer, pour pouvoir lâcher une partie de l'anxiété, voire même dans la résorption des traumas. J'ai pu voir que le fait de comprendre ce qui se passe exactement en nous amène cette dynamique aussi, c'est-à-dire un endroit où ok, c'est ça qui se passe. Donc déjà, ça permet plus de liberté par rapport à ça. Et puis, il y a tout ton côté psychothérapeutique et le mouvement. Est-ce que tu peux me dire, du coup, avec toutes ces facettes-là, comment tu abordes une séance avec les enfants? Quand quelqu'un vient te voir, il vient te voir pourquoi, par exemple? Mais écoute, actuellement, une des choses les plus fréquentes dans laquelle on se retrouve, c'est le parent ou l'école qui suspecte la présence d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou des jeunes qui sont dans l'anxiété et qui vivent de plus en plus d'anxiété à un tel point, c'est qu'il y en a même certains qui sont même plus capables de retourner à 14-15 ans sur les bancs d'école, tellement le milieu scolaire représente pour eux, en fait, un degré de stress qui est incommensurable. Et en fait, le travail que je veux faire avec une famille, c'est que, premièrement, les symptômes, j'ai été formé aussi en systémique, donc pour moi, quand on voit qu'il y a une personne qui vit un défi dans une famille, ben c'est le symptôme éventuellement de quelque chose qui ne fonctionne pas de manière idéale, mais c'est la même chose à l'intérieur d'une classe. Quand on a un enfant, oui, l'enfant vient avec son bagage, et il y en a peut-être 25, il y en a 30 selon la grosseur du groupe, mais ça reste quand même que j'ai assez d'expérience de travail avec les enfants pour me dire que quand on canalise bien la dynamique du groupe, la plupart des comportements problématiques dans une classe disparaissent. Donc, c'est une question de présence de l'adulte, c'est une question de qualité de présence qui va faire une différence pour l'enfant. Donc, si je reviens à ce que je disais, c'est que quand l'enfant vient avec quelque chose, suspecté par l'école ou par le parent, le fait de pouvoir accueillir le parent et de l'aider, en fait, à mieux comprendre en fait le langage des enfants, mieux comprendre le langage l'énergie. Par exemple, un enfant qui va claquer une porte, il peut y avoir plusieurs, oui, ça peut être un dérangement, ça peut être dérangeant. Mais si c'est un enfant qui est sous-réactif, c'est une bonne chose qu'il claque une porte. Parce que enfin, il va sortir quelque chose qu'il garde à l'intérieur de lui. Si le parent le comprend, à ce moment-là, il va peut-être moins réagir quand son jeune va claquer la porte. Il vaut peut-être mieux qu'il claque la porte plutôt que de se désorganiser à l'école, par exemple. Si c'est un enfant qui est surréactif, il va claquer la porte, mais lui,
c'est une manière d'exister à part entière et c'est systématique. Donc, l'intervention ne peut pas être la même. Donc, d'arriver en fait à décoder le sens des comportements dans lesquels les jeunes s'expriment va faire en sorte qu'on va les aider. Alors, selon l'âge, en fait, du jeune, si ce sont des jeunes enfants, je vais être beaucoup plus dans les modules de psychomotricité tels que Bernard Aucouturier l'a présenté. Donc, on va être avec des blocs mousse, on va les amener à bouger selon leurs besoins. Ils vont explorer leur corps en mouvement. Si ce sont des enfants d'âge primaire, ben là, j'ai des jeux de ballon qu'on va pouvoir éventuellement faire selon le besoin. Premièrement, je déteste les tests en neuropsychologie parce que ils ne font que d'évaluer des symptômes en fonction comme si de nouveau l'enfant est seul dans son bocal. Moi, je préfère les mises en situation. Et quand, par exemple, pendant 20 minutes, on demande à un enfant de 8 ans, avec son parent et moi, on doit se passer le ballon, et soit on doit donner un mot de fruits ou de légumes, soit un moyen de transport, ou et que l'enfant, on peut jamais en fait répéter le même mot qui a été dit, et que l'enfant pendant 20 minutes est capable de sortir des mots et à chaque fois de se souvenir ce que les autres et lui-même ont dit. Je suis désolé, on n'est pas avec une personne qui a un déficit d'attention. On est avec une personne qui, dans un contexte donné, va s'échapper, va utiliser des mécanismes de défense qui étaient très utiles ou qui sont encore très utiles si on est face à un crocodile ou face à un serpent. C'est ça. D'accord? Il va y avoir une immobilisation, puis on part ailleurs parce qu'il y a un moment donné où le cerveau est plus capable de pouvoir gérer le degré d'angoisse. D'autres enfants vont avoir besoin de bouger, vont avoir besoin d'apprendre en fait à canaliser. Par exemple, on va avoir des enfants qui sont très fonctionnels en classe, mais dès qu'ils sont dans la cour de récréation, ils courent n'importe comment, ils peuvent bousculer, voire blesser quelqu'un. Donc, le travail de gestion de la vitalité à l'intérieur de lui, on joue dans une pièce et il y a des choses qui peuvent casser. Le ballon, on shot dedans, on se lance, il n'y a jamais rien qui casse. Donc en fait, c'est l'environnement qui sert de cadre et qui amène l'enfant en fait à apprendre à canaliser ses mouvements de manière à continuer et à performer à l'intérieur du jeu. Et donc la performance devient un outil aussi parce que quelque part dans une école, on demande à ce qu'il soit performant. Alors tu vois, ça fait partie des choses qui vont être mises en mouvement. Les adolescents, en fait, c'est de les ramener progressivement dans la conscience du corps. La méditation peut faire partie du projet, le travail sur la respiration, la cohérence cardiaque. Il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place pour essayer de l'aider quand il est en classe ou quand il est à la maison, que ça ne va pas bien, de se ramener au corps, de se ramener dans le moment présent grâce à ces sensations corporelles, apprivoiser les sensations corporelles. Parfois, ils ont besoin d'être dans l'extrême parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut le ramener? Et puis, je leur propose des exercices, puis j'adapte en fait. Parce que bien souvent, je leur dis, écoute, j'ai une palette d'outils que tu peux utiliser, mais je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas comment tu vas les utiliser. Donc l'important, c'est que tu les expérimentes et au fur et à mesure, tu vas prendre qu'est-ce qui est bon pour toi. Et peut-être que ce qui est bon pour toi, pour ton jumeau ou ta jumelle, ce ne sera pas une bonne chose. Et ton jumeau ou ta jumelle, qui sont pourtant nés au même moment dans la même famille et dans le même contexte, il va avoir besoin d'autre chose. Donc à ce moment-là, c'est de s'adapter aux besoins de l'enfant, aux besoins de l'adolescent et aux besoins du parent. Avec le parent, c'est essayer aussi de trouver des traumas de base. Tu vois, j'ai été très inspiré tantôt quand je te parlais des choses qui ont confirmé ce que je voulais faire. Quand j'avais 17 ans, j'ai regardé la télésérie franco-québécoise « Le bébé est une personne » où on montrait à quel point les enfants, même dans le ventre de maman, pouvaient ressentir un certain nombre de choses. Et l'expérience montre, en fait, tu peux pas inventer, c'est pas truqué. Tu sais, tu vois un certain nombre d'interventions de la part d'experts de l'époque, dans les années 80, qui montrent justement à quel point, oui, les enfants vont ressentir beaucoup de choses. Mais je te donnerai un exemple. Il y avait un jeune, en fait, qui était fréquemment dans des crises de colère autour de 4 ans. Et à cause de quelque chose que j'avais entendu justement dans ce reportage, dans ce documentaire, il y a une trentaine d'années, j'ai questionné, en fait, la maman sur ce qu'ils avaient vécu pendant la grossesse. Et grossesse parfaite, tout allait bien, parfait, excellent. Puis en fait, quelques semaines plus tard, elle me revient, mais écoute Joël, je viens de me rappeler de quelque chose. Pendant que j'étais enceinte, à un moment donné, j'ai perdu mon chien. Mon chien, ça faisait 14 ans que je l'avais. C'est mon grand-père qui me l'avait offert. Ça avait tellement été pour moi l'être vivant le plus important dans l'essentiel de mon adolescence, d'accord, que le jour où il est décédé, j'ai pleuré pendant des jours et des jours et des jours. Et en fait, la maman, par après, elle l'a expliqué, elle a raconté cette histoire-là à son enfant.
les crises de colère sont Oui. parties. Parce que l'enfant était pris dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Oui. Et comme vers 4 ans, il y a des enjeux qui se font au niveau du développement de la personne, parce que c'est le moment où le jeune est en train de devenir, de se rendre compte qu'il est une personne à part entière, d'où ce qui amène des comportements parfois très dérangeants pour les adultes, ce qu'on appelle le fameux fucking fort. Mais il y a tout ça qui est en train de remonter, il y a des mémoires qui reviennent, il ne sait pas quoi faire avec, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, il ne sait pas pourquoi il est triste, il ne sait pas pourquoi il est pris par quelque chose. Ça sort d'une manière, l'enfant est surréactif, donc l'enfant va exprimer ça par une colère, alors qu'un autre enfant pourrait être sous-réactif, se refermer complètement, puis intérioriser, puis commencer à vivre des angoisses qu'on ne comprendra plus, parce que il y a quelque chose qui s'est passé pendant qu'il était dans le ventre de maman. Donc d'impliquer le parent, de questionner, d'amener les parents à questionner leurs propres parents pour connaître l'histoire des parents éventuellement, pour voir comment ma conjointe est ostéopathe, et parfois elle voit qu'il y a des défis que des jeunes bébés ont, que leurs mamans ont, et elle peut remonter 3-4 générations avant, parce que parfois, il y a plusieurs générations qui viennent la rencontrer pour avoir des soins ostéopathiques, et on se rend compte qu'il y a un trauma de base qui découle de ce que l'arrière-grand-mère a vécu. Oui, c'est ça. Donc, si on peut travailler sur plusieurs éléments, sur plusieurs sur plusieurs générations, que ce soit d'un point de vue psychologique, que ce soit d'un point de vue corporel, ostéopathique ou une technique qui permettrait justement d'aller explorer ça, c'est à ce moment-là peut-être qu'il va y avoir une libération, peut-être de choses qui sont dures à vivre. Oui, oui, c'est magnifique de t'entendre parce que moi je suis assez bien aussi dans cette dynamique-là, de voir tout plus comme un système plutôt qu'un problème personnel en fait, ou un problème avec l'enfant, et de pouvoir questionner aussi nos façons d'être en tant que parents, nos histoires à nous en tant que parents, et puis voir même au-delà, puisque je travaille beaucoup aussi avec l'intergénérationnel et les traumas en intergénérationnel, et voir comment ils influencent nos comportements aujourd'hui par des choses qu'on ne sait pas. Et en effet, j'ai vu souvent, et puis même, je ne sais pas si tu connais les constellations familiales Ancelin-Schlussenberg, ces enfants malades de leurs parents, qui vraiment donnaient des exemples et des recherches qui ont été faites sur comment, quand dans une famille, une grand-mère ou une arrière-grand-mère a été abusée peut-être dans son enfance, comment ça va se répercuter sur les générations précédentes, pas nécessairement du fait qu'il soit abusé aussi, mais comment l'enfant ou le petit-enfant ou l'arrière-petit-enfant va vivre ça alors qu'il n'a aucune idée et aucune expérience comme ça dans sa vie, il va avoir plein de symptômes en fait, et des difficultés à vivre. Donc ouais, c'est chouette de t'entendre parler de façon systémique plutôt que de façon personnelle aussi, et de voir tous les angles que tu peux approcher pour rencontrer l'enfant, parce que c'est ça que j'entends aussi. Ce que j'entends dans ton approche, c'est que tu vas dans une vraie rencontre. Tu vas utiliser des moyens à ta disposition pour amener peut-être plus de légèreté par le jeu, par le mouvement, par la méditation, pour quelque part permettre à la pression de se relâcher, peut-être aussi le système parasympathique, de lâcher un peu la tension pour pouvoir diminuer le stress et être plus présent, et de voir quelles sont les réactions, quelles sont les défenses peut-être qui se sont mises en jeu, et comment toi tu peux aller rencontrer l'enfant là. Et alors de là, tu vas expliquer aux parents un peu ce que tu vois et comment tu vois que ça s'est mis en place. C'est bien ça? Tantôt, quand tu parlais on n'est plus dans l'enseignement qu'on avait il y a 40 ans, mais en même temps, les écoles, je ne suis pas certain qu'elles aient tellement changé. Et de l'organisation sociale dans laquelle on est, puis dans le social, je vais inclure l'école et la famille, quand je pose des questions, c'est qui ton boss? Ou t'as combien de boss, toi? Les enfants se rendent compte que bien souvent, il y a 15 à 20 figures d'autorité. Donc même si ce sont des personnes qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, ça reste que d'avoir 15 à 20 patrons, pas grand monde comme adulte on accepterait de vivre une telle situation. Pourquoi? Parce que les 15 à 20 patrons ont chacun leur manière de voir les choses. Même s'ils se basent sur un code de vie relativement similaire, comme ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une école, ça reste que chacun va l'interpréter à sa manière. Et donc les figures de réassurance à l'intérieur d'une école changent continuellement, et c'est pas toujours une bonne chose pour l'enfant. Donc, pour lui, il se trouve là, nous on est là, d'accord, l'adulte. Et même si on n'utilisera pas nécessairement les mots que les adultes utilisaient quand toi et moi on était des enfants, ça reste quand même qu'il y a des figures d'autorité qui
globalement, tu en as 15 ou 20, c'est massif. Donc le travail que je fais, c'est vraiment d'essayer d'aller le rencontrer, le jeune, et de pouvoir lui permettre d'être là. Et alors progressivement, je vais l'aider en fait à développer sa part de responsabilité, sa part d'autonomie. Tu vois, un exemple, quand je travaille avec des ados, j'adore leur parler de D'Artagnan. Et c'est certain que quand on parle de D'Artagnan, toutes les images qui nous viennent, ce sont des adultes costauds, acquéris et ainsi de suite. Mais quand on lit le livre originel, ben, D'Artagnan avait 16 ans. Mais ça, c'est 100, 150 ans après la vraie histoire. En fait, ce que l'on sait d'un point de vue historique, c'est que D'Artagnan, au moment où il a quitté son papa, et il a fait près de 800 km pour monter à Paris, il avait 12 ans. Donc, quand il repart de chez lui, il fait 800 km avec son cheval jaune pour arriver à Paris et il a 12 ans. On sait que D'Artagnan avait 14 ans et qu'il commandait en fait les armées du roi lors du siège de La Rochelle. Donc là, ce sont des traces historiques. On s'entend qu'un jeune de 14 ans qui commande une armée, oups, là, mais qu'est-ce qu'il fait en dehors du moment où il est un guerrier ou en dehors où il est un mousquetaire qui est à Paris? Ben, il boit, il court les filles et il se confronte à l'autorité. L'autorité, c'est les soldats du cardinal. Alors quand je raconte ça à un adolescent ou qu'il y a des adolescents dans la salle, quand je donne une conférence, il y a des coups de coude qui vont se donner, mais l'adolescent, il relâche toute la pression. Tu vois-tu, t'es normal. Tes comportements sont peut-être pas idéaux, mais c'est normal. C'est la phase dans laquelle ils sont, ils doivent passer Exactement. pour se construire. Hein. Exactement. Ils ont besoin de revisiter ce qu'on leur a donné comme cadre de vie au niveau familial et au niveau scolaire et rechoisir ou choisir. Alors le piège aujourd'hui, c'est que malheureusement, nos jeunes sont beaucoup trop dans des situations où le jeu vidéo, les réseaux sociaux, les écrans de loisirs jouent un rôle extrêmement toxique pour leur développement, ne serait-ce que parce que ça les empêche de s'ennuyer. Or, ils ont besoin de s'ennuyer pour se rencontrer. Ils ont besoin de s'ennuyer. Ils ont besoin de développer de vide, du spleen pour se créer une profondeur. Et c'est cette profondeur-là qui va leur permettre d'être des êtres humains accomplis. Donc là, on voit que quand on les aide justement à se comprendre, les films, je vais les utiliser tantôt, je parlais de Star Wars, ce sont Avatar ou d'autres films comme ceux-là qui sont vraiment des outils qui permettent aux jeunes de se voir. Et parfois, c'est plus facile de parler d'Anakin et des enjeux d'Anakin ou des enjeux de Luke ou de la princesse Léa que de parler de leurs enjeux à eux. Mais en même temps, c'est une invitation justement à voir leurs processus, leurs archétypes comportementaux, se voir aller et de faire des choix. Ouais, waouh, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Joël. Oui, j'adore vraiment ta façon de voir et puis je sens cette bienveillance, cette envie de les rencontrer, de les accompagner. C'est vraiment bon de sentir tout ce que tu mets dans cet accompagnement et ce qui se révèle aussi de ça. Je suis vraiment profondément touchée par tes partages. Merci. Ben écoutez, voilà, ça nous donne déjà un bel aperçu de ce que Joël Monzé peut nous proposer, vous proposer. N'hésitez pas à aller le suivre, je remettrai toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous aurez son site internet, peut-être que tu veux nous le dire, là où on peut trouver. joelmonzé.com ou cerveauetpsychologie.com. Et puis il y a aussi une page sur Facebook qui est IDEF. Il y a plusieurs. En fait, il y a une page qui est avec l'entreprise Institut de développement de l'enfant et de la famille. Puis on a des groupes aussi pour pouvoir essayer de favoriser le soutien entre les parents et les enseignants. Donc c'est des groupes qui sont là. Il suffit de venir nous trouver sur Facebook et ça nous faire un grand plaisir de vous accueillir. Génial. Et si vous êtes adolescent aussi, n'hésitez pas à regarder les vidéos de Joël et à voir ce qui vous parle aussi, peut-être à venir le rencontrer et puis à trouver des solutions ou d'autres possibilités par rapport aux conflits que vous pouvez rencontrer aussi avec vos parents et les difficultés peut-être de communication. Tout n'est pas vain et il y a toujours une possibilité quelque part. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas aussi à faire la démarche vous-même, peut-être à demander aussi à vos parents. Et en tout cas, je suis sûre que vous serez rencontrés d'une très belle façon, ça c'est certain. Un immense merci à toi et puis la prochaine, je suis sûre qu'on en refera. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.